bonjour à tous. Ruralité, comment accéder au service public? Comment y accéder au service public? C'est un sujet qui imprègne beaucoup la campagne électorale, qui existait déjà depuis un certain temps, dont on ne parvient pas à se sortir. En réalité, si on remonte à l'épisode des Gilets jaunes, on a déjà cette question de comment accéder au service public dans la campagne. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Rocher, maire de Coursan et président du CIAS de Narbonne Rural. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Camille Subrard, vous êtes responsable des partenariats à Bouge-ton-Coq. Vous nous direz ce qu'est Bouge-ton-Coq. Clémentine Barbe, bonjour, vous avez 20 ans et vous venez de nous raconter ce que vous avez fait en service civique. Oui. Évidemment, ça a un lien avec le développement du service local dans les campagnes. Édouard Rocher, de quoi parle-t-on au juste quand on évoque le service public dans la ruralité? Alors de manière un peu provocatrice, je dirais qu'il n'y a pas de différence entre le service public en métropole, en ville moyenne ou en ruralité. Voilà, parler de service public en ruralité donnerait à voir qu'il y a le service public normal et puis celui qu'on devrait mettre en place en ruralité, alors que tout simplement c'est l'État qui donne et qui permet d'avoir accès à tous, quelle que soit son adresse postale, qu'on soit dans la campagne ou en métropole, et qui permet d'avoir l'accès aux droits, l'accès au logement, l'accès à la sécurité, l'accès aux soins. Après, concrètement, oui, il y a une vraie différence entre ce que l'on peut vivre dans une ville moyenne et à la campagne, que ce soit en termes de soins, sur le médecin, on parle souvent des déserts médicaux, sur les transports. Voilà, on le voit ici, nous sommes à Paris aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il y a le métro, c'est toutes les 4 minutes. Oui. Moi, dans ma commune, c'est plus toutes les heures. Donc voilà, il y a une vraie différence à ce niveau-là des services publics. Effectivement, c'est cette capacité de l'État à déployer l'ensemble de ses services, pas uniquement ses services administratifs. On va en parler tout à l'heure. Oui. Le service public, c'est aussi parfois le café, l'épicerie. On se posera la question dans quelques minutes de savoir si la situation se dégrade vraiment, parce qu'au fond, ce que vous dites, ben oui, il y a moins de transports en commun à Coursan qu'à Paris, mais ça me semble plutôt évident, et encore heureux. La densité de population justifie un service public différent. Alors, un service public différent, mais il y a une question différente entre l'égalité et l'équité. D'accord. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, c'est comment on calcule un service public. Le service public, aujourd'hui, il est calculé au nombre d'habitants. Quel est le bassin? Et en fait, un bassin de population, ça veut rien dire, puisque quand vous vous retrouvez, savoir est-ce que vous êtes à 20 km, à 30 km d'une maternité, la question c'est à combien de temps vous êtes d'une maternité? À combien de temps vous êtes d'un médecin? Et aujourd'hui, on voit que nous, on est de plus en plus loin. À Bavry, on est de plus en plus loin du service public, parce que le service public, tout simplement, est de moins en moins présent sur notre territoire. Merci. Camille, vous pouvez nous dire ce que fait Bouge-ton-Coq? À quoi sert cette association? Alors justement, merci. On parlait de l'accès. L'accès en ruralité, l'accès à tout et également à l'alimentation. Aujourd'hui, on sait qu'en zone rurale, il faut faire en moyenne 24 km aller-retour pour aller faire ses courses. Et on a de moins en moins de commerces de proximité. On a actuellement, si je ne me trompe pas, 21 000 communes qui n'ont plus de commerce de proximité en France. Donc Bouge-ton-Coq a décidé d'apporter une solution à ce problème en créant justement un accompagnement. Bouge-ton-Coq, c'est une association qui a 5 ans aujourd'hui. Son objet, c'est de ramener des services essentiels, des services du quotidien dans les zones rurales. On a commencé avec un volet épicerie participative, donc on a un réseau maintenant de 213 épiceries participatives ouvertes ou en cours d'ouverture partout en France, un volet santé avec la création de centres de santé et le programme Médecins Solidaires. Des médecins qui viennent dans les aires médicaux, un volet sur le bien vieillir, un volet sur l'accès à la culture, on en parlait aussi, c'est pas un service essentiel, mais ça contribue au lien social. Donc Bouge-ton-Coq, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui, on est présent sur tout le territoire pour essayer de trouver des solutions. Ah oui, c'est le service public au sens même, il faut une épicerie quoi. Il faut une épicerie, ouais. Il faut s'alimenter et il faut aussi donner d'autres débouchés aux producteurs locaux. Clémentine, vous avez donc 20 ans et puis vous avez effectué un service civique. Et qu'est-ce que c'est? Racontez-nous un peu comment ça fonctionne, comment ça produit. Alors j'ai effectué un service civique au sein de l'association Unicité. Donc cette association elle recrute des volontaires de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap.
elle est à l'initiative donc du projet des services civiques et il y a des antennes à peu près partout dans toute la France. Et c'est une expérience que j'ai vraiment adorée, qui peut durer entre 6 et 12 mois. Et moi il y a différents domaines. Moi j'étais en solidarité senior, mais il y en a d'autres qui peuvent être dans l'environnement, dans le sport. Et moi ça m'a vraiment permis de trouver ma voie. J'ai su que je voulais être dans le social grâce à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant, très fort. Et ça a permis de prendre davantage sa place en tant que citoyen dans la société. Vous m'avez dit de janvier à juin. Oui, janvier à juillet. Janvier à juillet, d'accord. Et pendant ces 6 ou 7 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes payé comment ça marche? Alors on a une indemnisation de 620 € par mois. Ouais. Donc il y a 500 € de l'État et nous, grâce à Unicité, on a 120 €. À Flers, vu que c'est en zone rurale, on est isolé. Donc on a eu en soi la chance de créer un local. On reçoit donc les personnes âgées, mais il y a forcément d'autres personnes qui ont des problèmes de mobilité et vu que c'est mal desservi, on fait donc des visites à domicile j'en faisais tous les jours et c'était vraiment bien. On animait des ateliers, on redonnait confiance aux personnes âgées et on leur créait un contact qui leur plaisait particulièrement. Merci Edouard Rocher. Est-ce que la situation se dégrade vraiment? Comment et pourquoi? Je parle de l'accès donc à tout type de service. La situation elle se dégrade, mais elle ne se dégrade pas à grand fracas. C'est pas quand vous apprenez effectivement qu'une maternité ferme, là ça fait la une des journaux dans le bassin d'emploi. Là on va dire que c'est depuis une trentaine d'années où au fur et à mesure, tout simplement, là où vous veniez naturellement dans un service, il faut prendre rendez-vous. Là où c'était ouvert toute la semaine, c'est ouvert 3 après-midi. Là où c'était dans votre village, c'est pas loin, mais c'est dans le village d'à côté. Voilà, donc tout ça, ça se fait lentement. Il y a eu, pourquoi on a une volonté des services de l'État et des collectivités, à un moment on a rationalisé, puis après on a mutualisé l'ensemble des services. C'est éteint? Oui. Là, je crois qu'il n'y a plus rien là. En revanche, je pense que vous pouvez continuer à parler avec votre... Oui. Vous serez enregistré encore. Oui, non, mais on a mutualisé et puis par contre maintenant on numérise. Et là par contre la numérisation elle a eu un effet quand même assez délétère parce que de nombreuses personnes non. Avant de tout simplement numériser, on ne s'est pas posé la question de l'accès à la fibre, de l'accès à l'ordinateur, etc. Ah oui, donc il y a eu cette erreur stratégique là. Disons que l'accompagnement, aujourd'hui il y a des accompagnements. On va dire la mise en France service, le aller vers, on en prend conscience, mais néanmoins il y a eu ce long chemin où tout simplement on a éloigné. C'est pas qu'il n'existe plus, le service public il est moins présent et plus loin. Voilà. Merci Camille. Alors comment on va jusqu'aux gens? Comment on les atteint? Il y a un truc que je comprends pas bien là. Comment on fait? Alors juste, je rebondis parce qu'effectivement oui, ce que vous dites c'est assez juste dans le sens où tout s'éloigne physiquement. Oui. Peut-être pas numériquement, mais physiquement tout s'éloigne et justement nous on le voit avec les épiceries que l'on monte en zone rurale, vous avez ça partie. Que l'on montre en zone rurale, ce que cherchent les habitants de zone rurale, c'est le lien social qu'on n'a plus forcément aujourd'hui, en tout cas qu'on a de moins en moins, et c'est difficilement palpable parce que c'est de l'humain justement. Et nous, ce qu'on cherche à faire, et notamment aussi avec l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France, c'est d'aller vers ces maires de zone rurale qui sont les premiers points d'entrée dans les villages. Qui nous mettent en lien avec les habitants et quand on arrive dans un village, on leur explique un petit peu ce qu'est une épicerie participative et tous les différents programmes qu'on met en place et on leur explique justement qu'on va essayer de redynamiser, de recréer des liens entre les habitants et on voit que c'est par exemple le cas dans une épicerie en Ariège à Dain où une bénévole me disait mais en fait il y a des gens que je ne connais pas alors que ça fait 20 ans que j'habite dans ce village et c'est vrai et c'est un peu dommage et c'est ce qu'on essaie de mettre en place et c'est la création de ce lien qu'on essaie d'accompagner. Vous savez quoi Camille? Moi je pense qu'on est un peu trop gentil avec les partis de gouvernement et qu'on ne pointe pas assez les erreurs qu'ils ont commises
et parmi lesquels ils ont laissé mourir les usines. Oui. En zone rurale. Ouais. Bon, c'est un peu mon dada, mais ça a provoqué un effet désastreux sur les populations. Terrible. Pas qu'en zone rurale, mais puisqu'on en parle aujourd'hui, en zone rurale. Oui, puis c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je lisais ce matin un article sur l'entreprise Ledina. Bon, alors je ne sais pas si elle est en zone rurale, mais typiquement elle va fermer en 2027 et tout ce qui reste de la production va partir en Pologne. Bon, c'est aussi quand même un peu dommage qu'on n'arrive pas à retenir même ce genre d'industrie. Enfin, c'est un peu dommage, alors que j'imagine qu'il y a quand même des solutions pour les retenir s'il y a un peu de volonté politique derrière, mais effectivement au niveau politique, peut-être qu'il faudrait se reposer les bonnes questions, et on en parlait la dernière fois, de se dire est-ce que les partis politiques réfléchissent à l'avenir des zones rurales. Pour l'instant, je ne suis pas sûre, parce que tout simplement, on n'a pas du tout d'écho politique quand on parle des zones rurales. Édouard Rocher, vous êtes un élu de centre-gauche, peut-être commenter cela? Oui, il faut juste considérer que le monde rural, c'est pas un clocher, 3 vaches. C'est 20 millions d'habitants, c'est 30 000 communes. Ça veut dire qu'il y a de la vie, ça veut dire qu'il faut rendre désirable tout simplement nos villages. Et il y a des forces. Voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce que je veux dire, il n'y a pas que des dévots en zone rurale. Moi, j'ai fait mes études à Montpellier, j'ai travaillé à Montpellier. Quand j'ai dit que j'allais m'installer à 6 km de Narbonne, mes copains m'ont regardé en me demandant pourquoi, est-ce que c'était une forme sacrificielle, est-ce que j'avais perdu un pari, voilà. Donc il faut revendre désirable nos campagnes, et effectivement, ne pas se concentrer sur les métropoles. Elles ont grandi, les villes moyennes, elles ont grandi. Il faut penser aussi au village de manière un petit peu différente, parce qu'il ne faut pas penser la même chose. Vous évoquiez tout à l'heure le transport. Le transport, c'est pas forcément des bus de 50 places. Le transport, ça peut être pensé différemment. Le transport, ça peut être unifié. Ça peut, voilà, il y a de l'invention, il y a des choses à trouver, mais il ne faut pas calquer les solutions sur ce qui se fait ailleurs, et notamment en ville moyenne ou en métropole. Nous, on sait faire avec moins d'argent, et on sait faire mieux. Non, mais moi, je posais la question en fait de la densité, parce qu'il y a un géographe, je crois que c'est Jacques Lévy, celui qui dit la densité de services publics en zone rurale est tout à fait correcte. Le problème, c'est qu'a disparu l'emploi privé en zone rurale. Pour lui, c'est le raisonnement qui tient. C'est en partie vrai, mais aujourd'hui, par exemple, vous avez 30% de la population est en zone rurale, il y a uniquement 25% des médecins. Okay. Quand vous pensez en termes de pourcentage d'habitants sur un territoire, vous ne pensez pas en kilomètres, vous ne pensez pas en durée. La question, c'est que aujourd'hui, il faut se poser la question à combien on doit être en termes de temps, en termes de kilomètres d'un service public, et pas savoir est-ce que voilà, dans le village à côté ou dans le bassin à côté, il y a un service public pour 100 000 habitants. La question, c'est pas 100 000 habitants, c'est à combien on définit que doit se trouver un service public. Merci. Alors, Clémentine, vous nous aviez dit que vous étiez à Flers, dans l'Orne, et puis alors racontez-nous un peu votre rentrée dans le service civique. Vous avez poussé quelle porte? Vous faisiez quoi à ce moment-là? Comment vous avez appris que ça existait? Alors j'ai eu un parcours scolaire spécial après le bac. Je me suis réorientée plusieurs fois. J'ai donc fait une première année de licence d'anglais qui ne m'a pas plu, même si je l'ai validée. Donc j'ai décidé de me réorienter plus dans le social, mais toujours en restant à l'université. Donc je suis entrée en psychologie et j'ai trouvé que c'était c'était pas assez social pour moi et beaucoup trop scientifique. Donc, mais je voulais vraiment pas rien faire. J'ai envie de poursuivre mes études. Et donc j'ai découvert que juste à côté de chez moi, dans l'Orne, à Flers, il y avait le dispositif réseau de confiance qui fait partie donc d'Unicité. Et ça m'a, dès le début, j'ai été très bien reçue. Enfin, j'ai dû postuler, mais j'ai été très bien accueillie. On m'a tout expliqué. Et même si je ne suis pas entrée dès le début du service civique, vu que j'étais très bien entourée, j'ai eu beaucoup de formations, j'ai su m'adapter rapidement et prendre contact rapidement avec les seniors. Alors vous nous avez dit que vous êtes de la région en fait, hein, oui. Et vous avez été en poste dans le coin. Et comme la plupart des jeunes gens qui étaient avec vous, et c'était des gens de l'Orne aussi ou de la Normandie? Oui, des gens assez perdus dans leurs études, ils ne savaient pas vraiment vers où se tourner. C'est vrai que c'est dur de nous demander à 18 ans, juste après le bac, même avant le bac,
il y a Parcoursup et c'est vrai que c'est dur de s'imaginer dans une autre ville. Forcément, quand on est en ruralité, les études, ça se continue pas dans notre commune. Voilà, c'est compliqué. Même, je trouve qu'on n'est pas vraiment formé ni informé sur les différentes formations. Et Édouard Rocher, c'est une bonne idée quand même, ce type de dispositif-là. Alors pour des jeunes gens qui ont un peu de mal à trouver leur voie, et puis qui vont être maintenus aussi sur leur territoire. Maintenus sur leur territoire, et puis c'est aussi, pour le territoire, c'est bien de partir, d'être accompagné pour partir, et puis d'être accompagné aussi pour revenir. Et c'est effectivement se trouver professionnellement, c'est toujours un petit peu difficile, ça se fait de plus en plus jeune. Effectivement, ce sont des dispositifs qui aujourd'hui accompagnent, permettent aussi de répondre aux besoins, parce que la famille, que vous avez travaillé dans le social, c'est aussi des métiers sur lesquels on va avoir de plus en plus besoin, et aussi dans la ruralité, mais comme sur le reste de la France. On va revenir sur la politique, les élections, les conséquences politiques du sentiment d'abandon. Elles sont connues, ces conséquences politiques. Un vote RN massif aujourd'hui dans un grand nombre de départements. Comment vous expliquez? On ne peut pas juste dire que le recul du service public provoque un vote de quelque type qu'il soit d'ailleurs. Comment vous expliquez ce changement-là? Alors, avant de parler du vote, la première chose, c'est tout simplement l'abstention. C'est-à-dire que quand vous avez le premier service public à 20 km, le bureau de vote n'est pas plus près, symboliquement. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez la colère, vous avez le sentiment d'abandon, de déclassement, et puis après, des choses qui sont plus pour vous. C'est-à-dire que le sentiment que finalement, les choses avancent, et que la France avance, l'industrie, le numérique, et que vous, finalement, vous n'y participez pas. Et après, les solutions qui sont, plus l'État s'éloigne, plus les solutions et les discours faciles, populistes, sont entendus avec la montée effectivement du vote RN, qui est le témoignage, mais qui est juste c'est le thermomètre, c'est la température. Faisant d'autres propositions aujourd'hui, celui-là, ce vote-là, comme les votes populistes, reculeront d'autant. Ils sont bien enracinés maintenant quand même. Très bien enracinés. Oui, ils ont une vraie stratégie. Mais pas pour les bonnes raisons. D'accord. Maintenant, voilà, vous avez une vraie différence entre le vote RN dans les campagnes, en métropole, dans les quartiers prioritaires, dans les centres urbains. Et pourtant, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde parce qu'il y a une forme de colère, d'agacement et de... vous savez, on n'a pas essayé. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas essayé. Merci. Camille Subra, donc, quel travail vous menez avec l'État, les collectivités et le secteur privé? Vous êtes surpris? Non, vous voulez rajouter quelque chose? Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Non, c'est un petit peu, c'est vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que, à mon sens, ce sentiment d'isolement, de déclassement, on l'a d'ailleurs vu dans une étude que l'on a publiée en juin dernier avec le think tank Destin commun et d'autres associations qui travaillent sur la ruralité. Et ça revient vraiment très souvent, ce sentiment d'isolement, de déclassement. Je crois qu'il y avait eu déjà un rapport de la Cour des comptes en 2019 qui parlait déjà de ce sentiment d'isolement, mais maintenant ça vient de déclassement, donc c'est très progressif. Et c'est vrai que malheureusement, je pense que je reviens encore là-dessus, mais ce serait parce que les partis politiques, et je ne parle pas là du gouvernement, je parle vraiment de partis politiques qui ne proposent rien de concret pour ces zones-là. Et pour en venir à l'État, en revanche, nous on a la chance d'avoir des très très bons liens, que ce soit avec la NCT ou même avec tout ce qui est corps préfectoral. On est très très en lien avec eux. La NCT, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est une agence qui est née, je pense ça après, les c'était l'ancienne, alors ça a changé de nom à chaque fois, donc c'était le CGET. Oui. Avant encore un autre nom, je ne me souviens plus. Et c'est vrai que honnêtement, moi je suis très très heureuse de dire qu'on a de très forts liens avec la NCT, qu'il y a des équipes ultra dynamiques et plein de bonnes âmes qui ont envie de faire des choses. Pareil avec tout ce qui est corps préfectoral, avec les sous-préfets de la ruralité, sous-préfets aussi en charge de la ruralité, tous ces acteurs, ces représentants de l'État au niveau local et qui font énormément de choses. On n'entend pas trop parler et pourtant ils sont
super actif et il y a des bons relais sur les territoires. Alors Voilà. l'État déconcentré travaille bien. Très très bien, je trouve, c'est mon avis. Mais, On va vous demander votre avis, mais Non, ce qu'on évoquait, c'est l'accompagnement et la pérennité. Oui. Le service de l'État, on ferme le service public et on dit, par exemple, on va créer les maisons de France Service. Les maisons de France Service ne sont financées que pour partie par l'État. Ils sont financés, le reste, par la collectivité, c'est-à-dire la mairie. Et qui, la mairie, si elle ne veut pas le financer, c'est le village d'à côté qui va le prendre. Et dans 3 ans ou 4 ans, quand peut-être ces subventions s'arrêteront, comme d'autres pour la Casa Rotación Familiale, voilà, il y a un problème de pérennité parfois au niveau des services de l'État sur cette partie-là. Mais voilà, on est bien accompagné, je veux dire aussi. En ruralité, il faut quand même rendre désirable notre ruralité. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, on fait des choses avec des petits bouts de débrouille. Alors la débrouillardise, ça ne fait pas la République, mais ça permet vraiment d'avancer vite et d'avancer bien. Et voilà, il faut que vraiment les services d'État fassent aussi confiance aux acteurs locaux, que ce soit les acteurs associatifs ou les maires de petites villes. merci, je vous ai coupé, hein, pardon. Ah si, il fallait qu'on parle du secteur privé un peu. Pardon, Parce oui, que alors, pardon. vous avez une banque avec vous. Oui, alors nous, on a pas mal de partenaires, donc effectivement Oui. le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Voilà. qui est un partenaire assez structurant de Bouche Ton Coq. Et pas que, on travaille beaucoup avec Coopérative U et HG2R. Et oui, effectivement, le modèle de Bouche Ton Coq, c'est très peu de fonds publics. Et on est à peu près à 70-80% de fonds privés plutôt. On va plutôt voir des entreprises, des fondations d'entreprises. Donc voilà, on essaie de revitaliser, même si on n'aime pas trop ce terme, revitaliser les villages avec tous les acteurs de l'écosystème et donc les collectivités, le secteur public. Et alors, il y a un sujet intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui restent sur les territoires ont envie d'agir pour leur territoire et d'aider les associations qui font des choses dans leur territoire au niveau local. Elles en ont besoin. On entend de plus en plus. Vous voulez reprendre à dire un mot? Non, justement, elles en ont aussi besoin parce qu'au-delà de l'aspect économique, quand vous voulez tout simplement développer, recherche et développement, vous voulez développer votre entreprise, vous avez besoin de matière grise, vous avez besoin d'employés, vous avez besoin qu'il y ait du monde sur le territoire. C'est-à-dire que finalement, ces entreprises-là, quand elles accompagnent directement le village dans son développement, et dans son développement, il y aura de même peut-être leur chef de rayon si c'est un supermarché, il y aura peut-être leur ingénieur développement ou tout simplement le personnel de caisse ou le personnel de manutention. Mais voilà, on a besoin en milieu rural, on a besoin aussi de bras. On a besoin de fonds, on a besoin de bras, de gens qui viennent, qui sont des médecins, des infirmières, qui travaillent dans les différents domaines qui sont les services publics et autres. Ah oui, alors un autre point, je vais encore vous laisser dire 2 ou 3 mots, à tous les deux d'ailleurs. C'est qu'il y a un changement démographique français, vous n'y êtes pour rien, c'est comme ça, avec un vieillissement marqué de la population, une natalité qui baisse. Donc ça implique aussi d'aller beaucoup plus vers les gens qu'il ne le fallait. Évidemment, on s'occupe plus de gens âgés que de gens de 40 ans. Oui, c'est ce qu'on évoquait là, le aller vers. Il ne faut plus considérer les jeunes générations, elles vont vers l'information, elles sont demandées, elles savent où aller chercher. Nous, il faut travailler différemment. On travaille, nous, avec que ce soit les différents villages, les communautés de communes, les communautés d'agglomération sur le soin. C'est-à-dire, on déplace, c'est des bus, c'est des minibus, c'est de l'information qui va vers les populations. Et effectivement, après, il y aura une vraie mutation sur la formation du personnel, parce que quand vous avez le personnel qui s'occupe des enfants, demain, elles s'occuperont peut-être de nos aînés. Et puis, tout bouge, c'est-à-dire que les écoles, les centres de loisirs, et peut-être qu'on va devoir développer peut-être des maisons d'accueil. Il y a plein de choses qui doivent bouger. Non, mais pardon, je me permets juste de rebondir, mais parce que je pense qu'aussi il y a une vraie volonté de revenir vivre en zone rurale. Il y a une vraie volonté notamment aussi de reconversion. On le voit beaucoup dans des personnes de 30-40 ans qui ont envie de revenir sur leur terre natale, on va dire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'accompagnement assez quali de ça. On doit souvent se débrouiller tout seul. Je sais qu'au travail, j'ai l'impression d'être en train de réfléchir à ce genre de choses en ruralité, mais je trouve que c'est hyper important justement d'accompagner ceux qui veulent revenir sur les territoires. Et c'est vrai que... Il faut la fibre, il faut l'accueil en crèche. Elle est déjà bien... Pas partout.
peut-être pas partout. Mais c'est vrai qu'après les crèches, il faut quand même avoir un service minimum. Bon, on en discutait juste tout à l'heure, on se disait, vous êtes à Paris, vous voulez aller voir un médecin généraliste ou faire une IRM, c'est extrêmement simple, en 48 heures vous avez tout fait. Tout à fait exact. Alors que si vous êtes au fond de l'Ariège pour aller voir... 6 mois. Ben voilà, mais même 6 mois, c'est encore c'est une bonne nouvelle. C'est raisonnable. C'est généralement quand même 8 à 10 mois pour avoir un rendez-vous, donc c'est vrai que c'est un peu... Ça, à mon sens, c'est inadmissible. Enfin, c'est pas normal quand on sait qu'on paye des impôts, qu'on va avoir justement une équité en fonction de sa zone de résidence. Merci Camille. Clémentine, alors vous pensez faire carrière dans ce secteur. Dites-nous un peu ce que vous imaginez. Vous avez 20 ans, donc c'est un peu tôt pour être très précis, mais vous imaginez quel type de métier, après quel type de formation, tout ça? Alors, grâce au service civique, on a eu beaucoup de formations et j'ai su donc trouver ma voie. Donc là, je suis étudiante en première année de BTS économie sociale et familiale. Et j'aimerais vraiment devenir donc coordinatrice de gestion de projet au sein d'Unicité. Donc travailler dans l'une des antennes en France pour accompagner à la suite des jeunes en service civique. Voilà, parce que ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment apprécié même ce que moi ma tutrice m'a amené de mon côté. Et ça m'a vraiment aidé sur le plan professionnel et personnel. Ok, j'espère que vous réussirez à accomplir ce que vous souhaitez faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Edouard Rocher et puis merci beaucoup Camille Silva. Merci. Voilà.